Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Sitting on a Time Bomb. Les fractures historiques dans la Jamaïque de 1962. Chapitre 1er. De la conquête coloniale au passage du milieu, l'héritage ethnique en Jamaïque. À l'heure de l'indépendance, obtenue du Royaume-Uni le 6 août 1962, on peut sans risque affirmer que la Jamaïque a une population cosmopolite, seuil du nouveau monde pour les uns, destination finale d'un voyage sans retour pour les autres. L'île a été forgée par quelques épisodes parmi les plus sombres de l'histoire, entre conquête coloniale européenne et traite négrière africaine. De ces deux événements, la Jamaïque a conservé un double visage, reflété par la population qui la compose en 1962. On y dénombre 9 ethnies, il est vrai inégalement représentées. Tout d'abord, selon la typologie en vigueur à cette date, réside en Jamaïque 1% de blancs. La plupart d'entre eux proviennent de familles d'anciens administrateurs britanniques, de colons européens et nord-américains ou encore de Jamaïcains nés de parents blancs. Ensuite viennent les hommes de couleur, aussi appelés mulâtres. Représentant environ 18% de la population, ils sont issus de relations interethnies blanc-noir, prenant le plus souvent la forme de relations maître-esclave. Parfois, le maître ayant un fils illégitime avec une esclave rendait sa liberté à la mère et pourvoyait aux besoins de l'enfant, sans toutefois le reconnaître comme légitime. Certains furent parfois envoyés en Angleterre pour y faire leurs études. Les Noirs représentent quant à eux 78% de la population en 1962. La majorité de la population jamaïcaine est d'origine africaine, descendante de ceux qui furent déportés pendant 3 siècles pour travailler dans les plantations. La plupart étaient issus des pays bordant la côte ouest de l'Afrique, tels que la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Sierra Leone, le Ghana ou encore la région du delta du Niger. Différentes tribus furent arrachées à leur continent natal et réunies sur le sol de la Jamaïque. Ce fut le cas des Coromantis, Mandingues, Foulas, Ibus, Crus, Dahomey ou Yoruba. On trouve aussi en Jamaïque des ethnies plus minoritaires, mais qui occupent toutefois une place non négligeable dans la société d'alors. C'est le cas des communautés indiennes et chinoises. Ces ethnies arrivèrent sur le sol jamaïcain au cours du XIXe siècle, pour des raisons évidentes. Après l'Émancipation Act de 1834 qui abolit l'esclavage en Jamaïque, les planteurs européens, confrontés à un refus massif des Noirs affranchis de retourner travailler dans les plantations même en l'échange d'un salaire, firent venir de l'Empire britannique des Indiens, rapidement suivis par des Chinois, au titre d'engagés volontaires pour les remplacer. Beaucoup s'installèrent durablement en Jamaïque. Leur nombre est très restreint comparé à d'autres États des Caraïbes comme Trinidad et Tobago par exemple, où la communauté indienne a créé un parti politique, mais leur présence mérite toutefois d'être soulignée. Pour être précis, il convient de signaler l'existence de groupes, certes marginaux numériquement, mais influents économiquement, tels que ceux des grandes familles juives, espagnoles ou encore portugaises qui exercent de hautes professions commerciales. De même, de petits groupes de marchands syriens et libanais sont établis dans l'île. Ci-dessous un tableau récapitulatif de ces données démographiques de 1962 à nos jours. Evolution de la répartition de la population jamaïcaine par ethnie, de 1962 à 2003. Par conséquent, la population de la Jamaïque en 1962 est une véritable mosaïque raciale et culturelle, où de nombreux groupes venant d'horizons très différents sont représentés. Cette fragmentation ethnique porte en elle les stigmates des époques esclavagistes et coloniales, la population originaire de l'île, les Indiens Arawak, ayant été anéantis par les conquérants européens, espagnols puis anglais à partir de 1655. Afin de travailler dans les plantations, on estime qu'environ 1 million d'esclaves africains a été déporté vers la Jamaïque, qui faisait office de centre de redistribution vers les colonies hispaniques jusqu'en 1807. À l'aube de l'indépendance, c'est toute l'île qui est physiquement marquée par les heures sombres de l'histoire. Au-delà des seules caractéristiques raciales, c'est l'ensemble des pratiques sociales qui est issu de l'esclavage. Chapitre 2. Afrique partout, Afrique nulle part, la société schizophrène. Les racines africaines de la Jamaïque et de ses habitants ne font aucun doute. Les pratiques sociales jamaïcaines sont elles aussi marquées par l'histoire.
le fouet du maître a laissé des cicatrices mémorielles profondes que le temps ne saurait guérir. La grande majorité des Noirs jamaïcains vit en 1962 dans un monde en 3 dimensions, fait de privations, influencé par l'Afrique et hanté par la mémoire de l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage en 1834, de nombreux affranchis demeurèrent en Jamaïque, laissés pour compte, sans aucun repère adapté à la vie sociale occidentale imposée par le colonisateur. Pas de qualification ni de formation autre que celle, rudimentaire, des plantations, pas de terre, pas de revenus. Les concepts sociaux occidentaux élémentaires leur étaient souvent étrangers. La notion de vie familiale est en complet décalage avec l'idée européenne. Contrairement aux Blancs, les Noirs en 1962 se marient très peu et ont un fort taux d'enfants illégitimes. Ce phénomène s'insère dans une conception héritée de l'esclavage. Le maître encourageait souvent la naissance d'enfants illégitimes car selon une idée répandue, le fait d'avoir plusieurs partenaires favorisait la fertilité des femmes esclaves. Les enfants ainsi nés étant la propriété du maître, de telles pratiques ne manquaient pas d'avoir un effet bénéfique sur ses affaires. Le maître avait soin de décourager les mariages, car ces derniers réduisaient les capacités de déplacement des esclaves, souvent vendus à l'unité. Il est aussi possible de rapprocher cette conception de la famille de la persistance de traditions tribales africaines, ainsi que le font certains auteurs. Quoi qu'il en soit, ces comportements sociaux ont essentiellement trait à une mémoire occultée, celle de l'Afrique ou celle de l'esclavage et sont aux antipodes du modèle européen de la famille nucléaire. Le mariage est un luxe ou à tout le moins, un véritable statut social, symbole de l'aisance d'une famille pouvant prendre à sa charge des dépenses souvent hors de portée du Jamaïcain moyen. Toute tentative d'européanisation des masses noires est vouée à l'échec ou en proie à de fortes résistances de la part de ces populations. Un autre exemple de ce phénomène tient à la langue. Bien que vivant sur une île souvent décrite comme la plus grande des Antilles anglophones, les Jamaïcains récusent le fait de parler anglais, préférant le Jamaica Talk, aussi appelé patois, dont l'orthographe jamaïcanisée fait écho au substantif français patois. J'ai pu le vérifier au cours de mon voyage en Jamaïque 32, lors de discussions informelles à Montego Bay. Il s'agit en réalité d'un anglais créolisé, dont la syntaxe a été assimilée pendant l'esclavage et mélangée à des influences africaines. Il se caractérise par un phénomène de rétention, c'est-à-dire l'inclusion dans le discours de mots anglais désuets ou poétiques, associés à d'autres mots d'origine africaine ou étrangère et à des onomatopées substantivées. On dénombre au moins 230 mots provenant de différentes langues africaines. Par exemple, les linguistes considèrent que le mot niam, signifiant manger, est d'origine africaine. Un tel total peut sembler faible, mais ce chiffre est trompeur car il ne prend pas en compte les expressions dérivées et la grammaire, 2 éléments qui fondent la singularité de l'anglais jamaïcain. En dépit de cet aspect profondément original, probablement excitant pour un linguiste et on le devine identitaire pour les Jamaïcains, ce langage ne va pas sans susciter d'importants problèmes en termes d'éducation. Nombreux sont les enfants qui, habitués à utiliser le patois dans la vie quotidienne, éprouvent des difficultés à manier l'anglais littéral à l'école et se trouvent en situation d'échec scolaire, voire d'illettrisme. En outre, les tâches ménagères, la distance et le manque de vêtements décents empêchent fréquemment les enfants d'aller étudier, tandis que les fils de familles fortunées s'en vont souvent fréquenter des établissements renommés en Angleterre. L'Afrique et l'esclavage font donc partie des cadres cognitifs des Noirs de Jamaïque en 1962. Cette omniprésence est toutefois une thématique plus complexe qu'il n'y paraît. S'il est vrai que l'Afrique projette, telle la persistance rétinienne, une ombre sur la vision qu'ont les Jamaïcains de la vie en société, il est exact qu'il existe une toute autre frange de la société qui ne se sent en rien liée à ce continent. Une Jamaïque blanche, plutôt fortunée, parlant un anglais parfait et habituée au mode de vie britannique. Cette dualité de la société, certes déséquilibrée numériquement en faveur des Noirs, a fait dire à Catherine Norris qu'il y a en réalité 2 mondes, qui coexistent sans se croiser. L'étude des pratiques religieuses et spirituelles permet de mieux appréhender ce phénomène. Il existe en Jamaïque une survivance de la tradition du sorcier docteur africain, nommé l'Obéaman. Il s'agit d'un équivalent du marabout, dont les compétences sont recherchées par la communauté pour de multiples raisons. Généralement, l'Obéaman bénéficie d'un niveau de vie supérieur à la moyenne,
ce qui atteste de son importance pour la communauté. De plus, ce dernier est fréquemment consulté, non seulement par les masses noires peu éduquées, mais aussi secrètement par les classes moyennes voire supérieures, preuve de son pouvoir d'attraction. Toutefois, cette pratique, touchant à la sorcellerie, on dit de l'obéaman qu'il peut jeter et défaire des sorts, est interdite et qualifiée de délit aussi bien par la loi que par l'Église et les différentes institutions éducatives. Il existe ainsi au moment de l'indépendance une attitude ambiguë et problématique à l'égard des manifestations de l'africanité de la population. La présence d'obéamen, dont la valeur est reconnue par les communautés noires, parfois élargie aux classes moyennes et supérieures, mais condamnée par les institutions officielles de l'île, souligne l'atmosphère d'attraction-répulsion quant à l'héritage africain des Jamaïcains. Catherine Norris a donc qualifié la Jamaïque de société schizophrène. L'influence de la superstition et des rites religieux africains, indéfinissables mais bien présentes, se superpose à des pratiques plus conventionnelles, telles que le christianisme importé par les Européens, en un syncrétisme original particulièrement révélateur des tensions identitaires traversant la société jamaïcaine. Les cultes revivalistes Zion ou Pocomania en sont le meilleur exemple, avec dans le cas du premier l'apostrophe. Utilisation de la Bible mêlée à des percussions africaines, des scènes de possession ou encore de discours en langues inconnues. Toutefois, ces manifestations, bien qu'autorisées contrairement à celles des hobbymen, demeurent assez confidentielles, dans la mesure où la condamnation de la superstition et du détournement du christianisme se font pressantes. Il est intéressant de comparer ces rituels avec plusieurs autres cultes d'origine africaine, tels que la santeria à Cuba, le candomblé au Brésil ou encore le vaudou en Haïti, qui ont participé d'une reconstitution partielle des cadres religieux africains dans le Nouveau Monde. Le vaudou, originaire du golfe du Bénin, se rapproche de la pocomania en raison de l'existence de danses, de scènes de délire collectif et de transe, mais aussi de l'incorporation des croyances et rites catholiques qui viennent se superposer aux traditions africaines comme l'utilisation des percussions. Pratiqué secrètement, il est toléré après des siècles d'interdiction, mais reste l'objet de critiques de la part de l'État et des institutions religieuses, bien que le catholicisme et le vaudou soient souvent pratiqués conjointement par les Haïtiens. Par conséquent, tout indique que l'héritage africain de la Jamaïque, à l'heure où l'île se prépare à jouer sa propre partition dans le concert des nations, n'est pas appréhendé de manière sereine, car deux univers antinomiques cohabitent. D'une part, celui de la Jamaïque coloniale, fortunée et au mode de vie européanisé, d'autre part celui des masses noires colonisées, paupérisées et résolument tournées vers l'Afrique. La condamnation et la méfiance réciproque de ces deux mondes trouvent incontestablement leurs racines dans l'histoire commune de l'esclavage et de la domination. Si socialement, la rupture est flagrante, c'est peut-être sur le plan économique que la frontière est la plus marquée. Chapitre 3. Zembeliful Butwi Hungry. Les disparités économiques et spatiales. Comme toute société coloniale, la Jamaïque a fonctionné jusqu'en 1962 sur la base d'une stratification raciale bien établie. Les responsabilités, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, sont dévolues à une élite coloniale blanche et européenne, principalement britannique. Ensuite, généralement du fait de l'existence d'un parent blanc synonyme d'amélioration des conditions de vie, vient une classe moyenne composée de mulâtres. La grande majorité des individus, constituant ce que Catherine Norris a défini comme le prolétariat, est composée de noirs, relégués à des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Bien que l'on puisse observer une certaine translation vers le haut de certains membres des catégories inférieures de la société, certains mulâtres intégrant les classes supérieures, quelques noirs les classes moyennes, donnant vie à une idée de noircisation du corps social, il demeure extrêmement rare de rencontrer un blanc pauvre, tant les classes populaires restent imperturbablement noires. Certains domaines économiques de la société d'alors sont entièrement dévolus aux blancs. C'est le cas par exemple des emplois à connotation sociale positive, tels que les banques ou encore les hôtels. De même, la Jamaïque bénéficie au cours des décennies 1950 et 1960 d'une croissance économique annuelle très importante, se classant au 3e rang mondial. Celle-ci repose sur une industrialisation importante, soutenue par de nombreux capitaux étrangers notamment américains, principalement dans l'extraction et la transformation de la bauxite, dont d'importants gisements ont été découverts à cette époque.
Cette industrialisation s'est faite au profit des familles européennes, détenant la majorité du sol jamaïcain depuis la colonisation. L'île bénéficie aussi du développement du tourisme, surtout en provenance des États-Unis, accompagné de grands travaux type construction d'hôtels et de centres privés. La situation économique des masses noires ne ressemble en rien à celle des élites blanches et fortunées, héritières de positions avantageuses obtenues lors des périodes esclavagistes et coloniales. Pour beaucoup, il s'agit non pas de vivre, mais de survivre dans des conditions qui ne sont pas éloignées de celles des Indiens Arawaks qui peuplaient l'île avant l'arrivée des Espagnols. Dans les campagnes, parfois non loin de grands centres économiques tels que Kingston, la capitale, de nombreux Noirs vivent dans des huttes et vont quotidiennement pêcher en canoë. L'absence d'eau courante les force souvent à récupérer les eaux polluées d'Upton, provoquant de multiples problèmes d'hygiène. Les nouvelles industries de bauxite, si prospères pour les Blancs, emploient peu de travailleurs non qualifiés et la mécanisation des plantations entraîne une baisse de la demande de main-d'œuvre. Le chômage est une réalité sociale à laquelle beaucoup des afro-jamaïcains sont confrontés, réduits à pratiquer le système D, c'est-à-dire le vol, la mendicité ou encore l'emprunt. À l'intérieur des communautés, les salaires sont partagés entre familles et amis. Le niveau des prix, principalement celui de la nourriture, est généralement très élevé, ce qui pose le problème de la malnutrition pour les enfants. Les rares hôpitaux manquent fréquemment de lits et s'avèrent en nombre insuffisant pour répondre aux défis de la santé publique. La croissance économique ne bénéficie donc. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.